Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres, juste avant que l'histoire ne commence, un rapide petit mot, mais cela ne concerne que les compilations, donc tous ceux qui ne les écoutent pas, vous pouvez directement passer à la vidéo. Et voici justement un timer pour directement y foncer. Comme vous le savez mes petits monstres, les compilations sont gérées par plusieurs thèmes. Il y a les mensuels, les annuels, les vracs et les thèmes en tout genre. Et comme vous l'avez remarqué mes petits monstres, niveau des mensuels, on est super méga ultra en retard. Et pour le rattraper, il faudrait que toutes les compilations qui sortent pendant les 3 mois qui suivent ne soient que des mensuels. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre vous n'apprécient pas spécialement ce thème. Et je veux bien le comprendre, vous aimez un petit peu du vrac, vous aimez des thèmes en tout genre, ok, y a pas de souci. Mais malheureusement, on est un petit peu bloqué. Alors ce que je vous propose mes petits monstres, c'est qu'on passe à 2 compilations par semaine. On reprend la compilation de mercredi, mais je vous rassure, la creepypasta inédite de mercredi. Elle sortira à 17h30, comme d'habitude, et la compilation, elle sortira à 12h30, en même temps que le short. Et celle de mercredi, ça sera du vrac ou des compilations à thème. Comme ça, le dimanche, on va essayer de rattraper notre retard, même si celui-ci sera tellement long à rattraper que ça sera très difficile. Et en même temps, vous aurez d'autres compilations sur des thèmes différents. Ah et petite précision, les compilations annuelles, je sais que celles-ci, vous les appréciez moyennement. Et comme vous l'avez remarqué, eh bien, les compilations annuelles deviennent de plus en plus longues car on essaye de respecter le format de 4 heures. Mais le problème que je n'avais pas prévu, c'est que chaque année, comme vous l'avez sûrement remarqué, soit il y a plus d'histoires ou alors des histoires plus longues. Donc forcément, les compilations sont plus longues et les compilations annuelles sont encore beaucoup plus longues et surtout beaucoup plus nombreuses. Alors pour éviter de s'étaler sur des compilations qui vont partir sur 40-50 exemplaires, à partir du mois de juillet, c'est-à-dire pour la partie 7 et la partie 8 de la compilation annuelle 2023, on va faire 2 dernières grosses compilations pour dire tout terminé. Celles-ci vont dépasser les 8 heures. Je sais, ça fait beaucoup mes petits monstres, mais si on fait pas ça, on va jamais y arriver. Et puis si ça se trouve, peut-être que vous allez apprécier ce gigantesque format, ça peut vous tenir occupé toute la journée. Puis pour les compilations annuelles 2024, c'est-à-dire celles qui sortiront l'année prochaine, on restera sur ce format, des vidéos de 8 heures, 8 ou 9 heures, ça dépendra. Oui, parce qu'on est limité à 12 heures grand maximum sur YouTube. Comme cela, l'année prochaine, on sera sûr de ne pas se lancer sur une longue série de compilations annuelles interminables. Car je vous le rappelle qu'en 2024, c'est là qu'on avait commencé à faire une compilation par jour, tous les jours de la semaine. Donc vous imaginez la quantité astronomique d'histoires qu'il va falloir sortir, ça serait trop, beaucoup trop. Donc voilà mes petits monstres, ce qu'il faut retenir c'est qu'à partir de mercredi 21 mai, il y aura une deuxième compilation qui sortira par semaine, et les compilations annuelles deviendront beaucoup plus grosses et beaucoup moins nombreuses. Désolé pour cette annonce interminable, mais vous comprenez que oui c'était extrêmement important et que je préférais vous prévenir. Mais sur ce tout le monde, place à l'histoire. Nous sommes à l'ère Johnson. Je suis une servante de Maître Chang. Il m'a sauvée alors que j'étais vendue par ma propre famille, dans un endroit qui est peu fréquentable pour une jeune fille, où la plupart des clients de ces lieux sont des hommes, si vous voyez ce que je veux dire. À ce moment-là, je ne savais pas ce qui a pu le pousser à me racheter pour faire de moi sa servante, mais j'avais commencé un nouveau départ chez lui. Mon maître est un homme d'une grande sagesse, mais il a un grand défaut, c'est qu'il n'écoute que lui. Il n'aime pas les ordres. Les hommes qui sont nés de grandes familles doivent suivre un entraînement auprès d'autres maîtres, pour qu'ils puissent leur apprendre leurs techniques de combat, ainsi que de la magie, qu'on appelle, plus communément, l'énergie. Mon maître a eu à sa naissance son canal énergétique fermé, et ce, depuis la naissance par son propre père. Ça ne lui permettait pas d'utiliser son énergie. Il en avait suffisamment pour le maintenir en bonne santé, et pour éviter qu'il ne tombe malade. Tout le monde ne le possède pas. Ceci, c'est surtout les enfants de grandes familles. Nous avons 4 grands noms de famille, qui vivent dans des anoks, qui sont, pour vous faciliter, des domaines, possédant plusieurs maisons entourées d'un muret, bien distinctes de nous, un peu éloignées de tout commerçant. Je vais vous les citer. La famille Min, qui possède un sanctuaire que seules les femmes de la maison
ont le pouvoir pour ouvrir la porte qui mène à des artefacts, plus puissants les uns que les autres. Peu de personnes ont la chance d'y pénétrer. La famille So, qui ont une grande puissance énergétique. La famille Park, qui gère toute la partie politique, et les Chang, qui sont une ligne directe de la royauté. J'avais eu la chance de pouvoir m'approcher d'un membre de chaque famille. Chacun a sa personnalité. Maître So est très scolaire. Il est rythmé, parleur, souvent à étudier dans la bibliothèque, mais possède une grande force énergique. L'un des rares à atteindre le niveau 3, sachant que le niveau 4 est le pouvoir ultime qui permet à celui de le maîtriser les 4 éléments. Il a aussi un charme que peu de demoiselles ne puissent le résister. Un bon brun avec des yeux en amande marronnée. Son corps est très bien dessiné, avec de belles courbes. Quant à la famille Min, j'ai pu rencontrer la fille de cette dernière. Elle est d'une grande beauté, on dirait une fée. Ce n'est pas pour rien qu'elle possède l'énergie d'une grande prêtresse. Mais ils ont vécu un drame, il y a eu un décès dans leur famille. Et depuis, ils se sont très vite mis à l'écart des autres. J'écris ceci, mais la personne qui le lira viendra probablement de cette région. Donc, elle connaîtra tout ce que je dis là. Je vais expliquer ce qui m'est arrivé. J'avais été retrouvée au bord d'une rivière, âgée de 5 ans. La femme qui m'a recueillie était malheureusement très pauvre. Elle a réussi à me prodiguer de bons soins, suite à ma découverte. Mais quelque chose de taille lui a sauté aux yeux. Je ne possède pas la vue, je suis malvoyante. Donc je pense qu'elle a dû penser que je ne pourrais pas l'aider dans ses tâches quotidiennes ou même dans ses champs. Alors que non, pas du tout. Je pouvais l'aider dans n'importe quel domaine. Pour montrer aux yeux des autres que je ne possédais pas la vue, je portais un bandeau et je me servais de ma canne. Mais je ne sais pas comment ni pourquoi, j'arrivais à voir à l'aide de mon énergie. Je ne voyais pas les visages, ni même les maisons, non. C'était comme une aide, une magnifique lumière qui me guidait. Je ne saurais pas comment vous la décrire, mais sans elle, je n'aurais pas pu me déplacer aussi aisément. Les gens ne voulaient pas me croire, car mes déplacements étaient sans hésitation. Je voulais leur dire que c'était magique, mais là où j'étais recueillie, personne n'utilisait cette énergie. Il y avait bien des chamans, mais pour moi ce n'étaient que des charlatans, qui voulaient seulement se faire de l'argent facile, au profit des malheurs des autres, avec plus ou moins de chance de se faire choper par les gardes. Quand on joue avec le feu, il faut savoir ne pas se brûler. Ce n'est pas le cas des chamans qui a été retrouvé. Elles ont été terminées dans le bûcher, pour montrer l'exemple aux autres. Mais passons, je ne vais pas parler des charlatans, ça ne m'intéresse pas. Je vais vous parler de mon histoire. Suite à ma découverte, j'ai donc été recueillie par une famille pas très riche. Et arrivé à un certain temps de galère sur galère, ils sont donc venus à la conclusion qu'il serait plus sage pour tout le monde et pour le bien de leurs propres enfants. Une façon rapide de se faire de l'argent est de vendre une personne au marché noir. N'étant pas de leur famille, à ce moment-là, j'ignorais ce qui se passait. La personne qui m'avait accueillie m'a alors dit que je devais aller faire des courses à la capitale. Au départ, je n'avais pas très bien compris. J'ai suivi donc ses ordres. Je suis partie à la capitale, avec une étrange personne pour m'aider à m'accompagner. J'étais âgée alors de 14 ans. On ne s'était pas du tout dirigé vers le marché, mais dans une sorte d'auberge. Enfin, c'est ce à quoi j'ai supposé. L'étranger en question a demandé de voir la gérante de l'endroit. Puis de là, on nous a mis dans une pièce, nous servant à manger et à boire. J'étais à ce moment-là complètement idiote de me coiffrer. Si j'avais su pourquoi j'étais là, jamais je ne l'aurais suivi. Mais j'étais bien trop idiote. Et puis à cet âge-là, j'étais naïf aussi. La porte s'était ouverte. À l'aide de ma lumière, je vais le dire ainsi, j'ai pu apercevoir une grande femme, bien soignée, Seung-Nyo, qui est autre que la dame de cet endroit. Nous ignorons son nom, nul ne le connaît. Peut-être une façon de se protéger des mauvais sorts, des bandits. Je ne comprenais pas trop pourquoi elle n'osait pas dire son nom. Je ne l'ai compris que bien trop tard. Elle avait l'air si douce, si gentille. Au fil du temps, je l'appelais Omoni, un équivalent du mot mère, mais qui désignait un terme respectueux. Au départ, je devais seulement nettoyer les salles
aider un peu en cuisine, dans le jardin, des tâches ménagères des plus communes et que je savais déjà faire. Durant la première année, tout se passait plutôt bien. Les gens ne faisaient plus attention à mon manque de vue. Pour eux, j'étais totalement normale, si je peux le dire ainsi. Je me sentais étrangement à ma place. Ok, ce n'était pas ma famille, mais c'était tout comme. Mais les années ont passé, et mon rang dans cette fameuse auberge a finalement progressé lui aussi, avec mon âge. Je devais servir les clients. Au départ, je devais être leur servante privée. S'ils voulaient du vin spécifique, je me devais de leur en trouver dans la minute, comme ils l'ont exigé. Je commençais à me faire un nom. Je travaillais aussi vite que possible. Je voulais tellement me rendre utile. Aider cette auberge, qui m'avait tellement bien accueilli, qui m'a nourri, logé, habillé. Je lui devais bien ça. Au fil du temps, des clients spécifiques me demandaient. Ils appelaient ça des clients VIP, ceux qui mettaient vraiment beaucoup d'argent dans cette auberge. Mais les clients comme ceux-ci se permettaient des choses, des gestes qui normalement ne sont pas censés faire. L'un d'eux s'est permis de mettre sa main sous ma robe pour me frôler, comme il a osé dire, ma cuisse. À son contact, bien sûr, je me suis reculée. J'ai quitté la pièce pour aller me plaindre à Eumony. Mais pour elle, je devais bien faire cela. J'avais l'âge désormais que les clients puissent se permettre ce genre de choses. J'étais contre, bien sûr. Je ne voulais pas qu'on me touche. Les clients venaient pour la plupart de bonnes familles. Certains restaient pour manger, et d'autres personnes fortunées désiraient rester là pour une nuit, loin de leur rang, de leurs responsabilités, se permettant ainsi des libertés. Et Eumony m'a donné alors l'ordre de servir un riche client. Ce dernier avait loué une chambre pour une nuit. J'ai eu le souffle coupé. Au son de ces mots, je ne voulais pas du tout m'occuper de ce client. Quand bien même il était riche, j'en avais que faire. Mais elle a tellement insisté et menacé que si je ne faisais pas ce qu'on me demandait, je pouvais partir, mais que je devais payer ma dette. Et oui, cet argent qu'elle a déboursé pour pouvoir m'acheter. Le regard qu'elle m'a porté à ce moment-là m'a refroidi. J'ai eu carrément le souffle coupé. Je ne savais pas quoi lui dire. C'est bien beau tout ça, mais je n'avais clairement pas assez d'argent pour partir, pour payer cette liberté. Je l'ai suppliée de ne pas m'envoyer dans cette chambre. Mais elle a refusé. C'était mon devoir. Je n'avais donc pas le choix. D'un pas lourd, je m'étais donc dirigée vers la chambre. Depuis que je suis rentrée dans cette auberge, je dois vous avouer que c'était la pire de mes nuits. Au départ, il me demandait simplement de lui remplir son verre, chose que je lui faisais. Je ne les ai pas comptés, mais suffisamment pour que je remplisse 3 pichets. Il était très clairement ivre. J'avais beau le mettre en garde sur la boisson, il me disait de me taire et de le servir, que c'est pour ça que j'ai été payée. Arrivé à la fin de son dernier verre, il était enfin décidé à aller au lit. Au bout de 3 heures de pure consommation peu favorable, il était quand même grand temps de dormir en effet. Mais je me demande si j'aurais pas préféré qu'il continue à s'abreuver. Dans l'état qu'il était, il était incapable de retirer ses chaussures, et encore moins sa veste. Il m'a alors ordonné de le faire, chose que j'ai bien sûr faite directement. Et au moment de retirer la dernière manche, il a trébuché dans le lit, en m'attrapant avec lui dans sa chute. Il est tombé raide sur le dos. Je me suis retrouvée alors collée à son torse, poitrine contre poitrine. Je n'ai pas hésité une seule seconde que j'en ai tenté de me redresser, tout en m'excusant, mais sa main, dans mon dos, m'empêchait d'effectuer mon geste. Comment pouvait-il alors avoir autant de force après tout ce qu'il avait sifflé? La magie de l'alcool, sans doute. J'ai tenté de me débattre comme je le pouvais. Plus j'essayais de sortir de son étreinte, et plus encore, il serrait, encore. Sa main quittait mon dos, pour se faufiler sous mon jupon. J'ai voulu me débattre de toutes mes forces, mais son autre main m'a bloqué mon autre jambe, l'empêchait ainsi de sonner son service 3 pièces. Les quelques mots qu'il a réussi alors à prononcer m'ont glacé le sang. J'ai alors pleuré toutes les larmes de mon corps, même celles qui ne sont pas sorties durant mon achat, ma séparation de ma famille d'adoption. Sans la force de bouger, et malgré mes appels au secours, personne n'est venu m'aider. J'ai dû subir toute la nuit ce connard.
jusqu'à ce qu'il me jette par terre comme une merde, me disant que je pouvais partir de la chambre. Il en avait terminé avec moi. À ces dernières paroles, je suis donc sortie de la chambre, en rampant comme une minable insecte. Je me suis sentie souillée, mon corps était alors sali. Je me suis dirigée jusqu'au bain des employés. Je sentais les regards sur moi, mais j'en avais que faire. Omoni savait ce qui allait se passer durant cette nuit. Mais elle a laissé les choses se produire. Je suis devenue une catin dans cet endroit misérable. C'était donc pour ça qu'elle m'avait acheté ? J'étais en bonne santé malgré la vue manquante. On pouvait donc se servir de moi comme un pantin, sous prétexte que je ne voyais rien. Une rage en moi a commencé à monter. Je ne voulais pas rester ici. Je ne voulais pas subir une seconde nuit comme celle-là. Il était hors de question. Je ne sais pas où j'allais pouvoir aller, mais une chose est sûre, c'est que je n'allais pas rester ici. Une fois que j'ai lavé mon corps de ce gros porc répugnant, j'ai fait comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Durant ma journée de service aux clients, j'ai tenté de prendre des informations de tout et de rien. Et là, était-ce une bonne chose ou non ? J'ai ouï dire qu'une chamane, non loin d'ici, avait mis en place une sorte d'orbe d'énergie, permettant de changer d'âme de son corps. Je sais que ça pouvait paraître complètement absurde, mais j'étais tellement devenue désespérée que je pouvais qu'y croire. Mais dans mon cas, c'était la seule solution. J'ai donc terminé mon service, et je suis partie sans dire au revoir à cet endroit hideux. Je savais très bien que dès que j'aurais franchi cette porte, personne ne m'aurait essayé de me rechercher. J'étais donc livrée à moi-même désormais. Cependant, je me sentais enfin libre. Plus personne n'allait me donner d'ordre. J'étais libre, libre de faire ce qui me plaisait, aller où je voulais, même si ma bourse n'était pas très bien remplie. Après avoir erré plusieurs jours et nuits dehors, car oui, bien sûr, je n'avais nulle part où aller. Je n'avais plus de famille, pas d'amis, rien de tout ça. Jusqu'au moment où j'ai été surprise, qu'on me tienne le bras. Le geste en lui-même n'était pas violent. Je pouvais ressentir une énergie puissante. Je ne savais pas que ce geste allait changer ma vie à partir de là. C'était Maître Chang. Comment pouvais-je le savoir ? Eh bien, parce que je l'ai déjà rencontré à l'auberge. Il y faisait des affaires. Je l'ai servi quelques fois. Il m'a toujours parlé avec respect, malgré nos rangs qui sont bien différents. Il y avait en lui un sentiment de bien-être. Je n'ai pas cherché à me débattre avec lui. Et quand bien même je le voudrais, je n'avais pas du tout l'énergie nécessaire. Je n'ai pas cherché à me débattre. Je l'ai laissé me guider. Je sortais donc de ma zone de confort. Une chose que je détestais, c'est qu'on me prenne pour une incapable, qu'on se sente limite obligé qu'on doit me guider parce que je ne possédais pas la vue, alors que j'en étais parfaitement capable. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas riposté. Après tout, c'était l'un des 4. Après plusieurs longues minutes de marche, je ne sais pas combien de temps à vrai dire nous avons marché, j'ai entendu à notre approche des lourdes portes qui s'ouvraient, à l'arrivée de Maître Chang sûrement. J'étais donc arrivée chez lui. Tout le monde le saluait à son passage avec une voix douce. Il m'avait dit qu'il avait préparé ma chambre, que je pouvais y rester ici autant que je le souhaitais, que ma dette était payée, que j'étais enfin libre, libre de faire ce que je voulais. Il a ordonné à l'une de ses servantes de me guider à mes appartements. J'ai à peine eu le temps de le remercier, qu'il partait de son côté. Sans un mot, j'ai donc suivi sa servante. Depuis le sauvetage de Maître Chang, j'ai décidé, avec son accord, de rester avec lui en guise de servante. Étant donné qu'il avait généreusement payé ma dette, je me suis dit que je lui devais bien ça. De mon côté, depuis quelque temps maintenant, des choses étranges commençaient à se passer. Comme je l'ai écrit plus tôt, je portais un bandeau autour de mes yeux pour signaler que justement je ne voyais rien. Croyez-le ou non, par moments je voyais parfaitement bien. C'est comme si j'avais toujours possédé ce merveilleux sens de la vue. Mais quand cela se manifestait, ça ne durait jamais bien longtemps, malheureusement. Quand j'arrivais enfin à percevoir quelques couleurs, eh bien, la minute d'après, l'obscurité faisait à nouveau partie de mon train de vie. Au même moment, j'ai été pris de vertige, tellement que j'avais des douleurs à la tête. La douleur était telle que ça m'a fait basculer sur le sol. J'avais la sensation que le monde tournait autour de moi,
Et ce à quoi je terminais assise par terre. Je n'arrivais pas à le cacher, car les rares fois où cela m'était arrivé, le maître était dans les environs. Et quand il m'a vu chanceler et tomber, il avait aussitôt accouru vers moi, sans réfléchir, m'avait prise par les hanches comme pour me servir d'appui, prenant la direction ainsi du dispensaire familial. Mais une fois sur place, les soignants ignoraient le mal qui régnait en moi, car je n'avais pas consommé, ni prise de forte fièvre qui aurait pu expliquer ma chute. Bien évidemment, je ne leur avais pas parlé que parfois ma vue revenait et disparaissait quelques minutes plus tard. J'étais très gênée qu'il ait vu cette scène. J'avais peur qu'il me prenne pour une personne faible, que j'étais incapable d'effectuer mes tâches quotidiennes. Mais non, il a fait preuve de gentillesse et de compréhension. Après cette malheureuse aventure, j'ai repris mes journées comme si de rien n'était. Jusqu'à ce fameux soir, où le peuple a commencé à s'agiter. Au départ, je ne l'avais pas compris. Mais quand j'ai vu les gens courir partout, essayant de se cacher, comment je l'ai su? Grâce aux dons que je possédais. Je percevais l'aura des gens. Maître Yang, à ce moment-là, a certainement dû me voir dans la foule paniquée. Il était venu me chercher, me disant avec le plus grand des calmes que je devais me mettre à l'abri, car des créatures non identifiées avaient surgi de nulle part. Je l'avais alors laissé me guider vers une étable. J'entendais des hurlements provenant de l'extérieur. C'était un son d'horreur. Les gardes étaient prêts à rentrer dans la zone de combat, accompagnés de mon maître. Des bruits de lames rentrant dans la chair se faisaient entendre. Une odeur de brûlé se faisait sentir. Et comme par le plus grand des hasards, la vision des cadavres qui jongeaient le sol me sauta aux yeux. Une scène que j'aurais préféré ne jamais voir. Les morts étaient comme pétrifiés. Ils avaient la peau d'une couleur grisâtre. Une épée dans le corps pour la plupart. D'autres n'avaient plus de tête. D'autres encore avaient des membres arrachés. Il y avait du sang de partout, là où je posais mon regard. Derrière moi, un grognement. Je n'ai pas pu m'empêcher de lancer un cri. Une femme était derrière. Elle avait le bras tendu dans ma direction. Elle articula sans trop de difficultés qu'il lui fallait de l'énergie pour vivre. À ce moment-là, je n'avais pas compris ce qu'elle voulait. Je n'ai pas essayé de faire la conversation. Un garde arriva au même moment, qui lui trancha le bras qu'elle avait tendu vers moi. Sa main se rapprochait de ma tête dangereusement. La seconde d'après, une autre personne a fait irruption dans l'étable, avec une torche allumée à la main, mettant ainsi le feu au corps de la femme. Avant que ma vision disparaisse à nouveau, des larmes ont commencé à couler sur le long de ma joue. J'étais une fois encore dans le noir. Je n'avais pas osé bouger. Je ne savais pas ce qu'il se passait dehors. Les gens continuaient de crier encore un long moment. Quelqu'un criait mon nom au loin. Jisoo. Oui, c'était bien moi. La dernière fois que je l'ai entendu, j'étais encore avec ma mère. C'est peut-être idiot, mais l'avoir entendu, j'ai alors fondu en larmes. Était-ce à l'appel de mon prénom, ou dû aux récents événements que je venais de vivre? Je ne saurais le dire. J'avais reconnu la voix qui me cherchait, mais je n'arrivais pas à sortir le moindre son de ma bouche. J'étais en état de choc. J'ai juste attendu une porte s'ouvrir, quand j'y suis tombée comme un piqué. J'étais allongée. J'ignorais où j'étais, mais j'ai senti que je n'étais pas seule. J'ai vite compris que je ne devais pas bouger. J'ai essayé ainsi d'écouter leur conversation. Les 4 étaient réunis autour de moi, pensant sûrement que je n'allais pas reprendre mes esprits tout de suite. Ils parlaient tous en même temps. L'un d'eux a prononcé un mot que j'avais déjà entendu, l'orbe d'Ab vagabonde. Une autre personne disait que c'était impossible car cette magie était formellement interdite, depuis qu'elle avait fait des ravages. L'artefact, depuis, est enfermé dans le sanctuaire dans la famille Ming. Une autre voix encore qui disait que c'était toujours le cas. L'objet en question était toujours en lieu sûr, dans le sanctuaire. Aucun étranger y a accès. Mon maître était là aussi. Il disait que les morts qu'ils ont enterrés étaient des âmes vagabondes, créées à partir de l'orbe. J'avais dû faire une petite respiration trop forte, qu'ils se sont tous tus en même temps, et une porte a claqué. J'étais désormais seule. J'avais déjà entendu cette histoire, mais je pensais que c'était seulement un mythe, que cette dernière ne pouvait pas exister au vu de sa magie incontrôlable. Cet orbe permet à une personne, qui est encore en vie ou non, de prendre le corps d'une autre personne, pouvant ainsi changer aisément de rang, né fermier, mais devenir un conseiller de la région en seulement quelques minutes, renversant ainsi toute une nation si la personne qu'il souhaite changer de corps a des intentions plus que mauvaises. Bien sûr, l'autre personne n'est pas du tout consentante. Donc bien souvent, l'âme qui a été effectuée
l'autre hôte est soit tué, soit enfermé. Un objet maudit pour ceux qui l'ont utilisé. Une chamane a osé l'utiliser pour aller dans le corps de la reine. Le peuple l'a su, mais bien trop tard. Car voyez-vous, la famille royale a des lanternes de vie, qui permet aux gardiens du temple de veiller sur la famille royale. Et c'est alors que celle de la reine s'était éteinte, qui a permis de comprendre qu'elle était morte. Mais là où ça a été perturbant, c'est qu'au même moment, la reine se tenait alors en pleine audience. Elle n'était pas morte. Mais les lanternes sont des œuvres magiques, qui est liées grâce au sang de la personne. Elles ne pouvaient donc pas s'éteindre naturellement. C'est comme ça qu'à cette époque, nous avons découvert le fonctionnement des âmes vagabondes. Je n'étais bien sûr pas née, mais depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours entendu cette histoire. Cependant, j'avais toujours pensé que c'était une histoire qu'on racontait aux enfants pour leur faire peur, peur des étrangers. Mais il semblerait que non. J'étais enfin sortie de la pièce. Mes maîtres Chang étaient dans le couloir. Je ne connaissais pas ce sentiment, mais quand je sentais son aura proche de moi, je me sentais à la fois rassurée et en sécurité. Il m'avait demandé comment j'allais. J'avais seulement acquiescé d'un signe de tête. Nous sommes donc retournés au domaine tous les deux. Durant le trajet, j'avais osé lui demander si l'arme des âmes existait vraiment ou si c'était seulement une légende. Je sentais qu'il ne voulait pas vraiment me répondre. Je m'attendais qu'il me dise que je devais rester à ma place de servante. Mais non, pas du tout. Il m'a alors répondu, tout en serrant son étreinte sur moi, pensant que j'allais encore tomber, que non, l'orbe était un vrai objet magique, mis en sécurité dans le sanctuaire des mines. Une fois que nous sommes rentrés, il a demandé de faire venir tout le monde dans la cour, précisant que désormais, il y aurait un couvre-feu qui permettrait de nous mettre à l'abri du danger, si toutefois une autre attaque devait avoir lieu. C'était chose faite. Le lendemain, le couvre-feu a été mis en place. Chacun d'entre nous est donc resté dans ses quartiers. Les jours suivants ont continué de se dérouler comme les précédents, sans nouvelles attaques. Nous étions tous œuvrés à nos tâches quotidiennes. Je n'allais bien sûr pas le voir, je restais à sa disposition, mais s'il avait besoin d'un bain, d'un repas, mais c'est tout. Je n'avais pas cherché plus que ça à la discussion. Il était assez bien agité pour le questionner encore et encore. Par moments, il demandait d'être tranquille, car il devait maintenir une réunion avec les 4. Une seconde attaque a eu lieu, mais cette fois-ci dans le domaine des parcs. Par chance, ils ont eu peu de victimes. C'étaient encore des âmes vagabondes. Le danger était de plus en plus réel. Avoir autant de personnes qui ont fait usage de cette magie interdite commence à soulever de vraies questions. Tout le monde ne peut pas avoir un accès aussi facilement. Cela laissait penser que quelqu'un était complice de cette atrocité. Plusieurs milices faisaient le tour de différents domaines désormais. Tout le monde était sur le qui-vive. À défaut de les démasquer, ils devaient être prêts à engager le combat à la première riposte. D'autres personnes encore cherchaient la personne qui dirigeait tout ceci. Mais c'était comme chercher dans une aiguille dans une botte de foin. Mais ils ne perdaient pas espoir. Mon maître m'avait demandé de lui préparer un bain dès la fin de sa réunion d'affaires. Malheureusement, je devais sortir du domaine. Nos réserves d'eau étaient à sec. Je devais donc aller à la source tout près. J'ai préalablement prévenu le garde à l'entrée qu'il ne soit pas étonné de mes allers et retours. Il ferait attention aux alentours. Je lui ai remercié. J'ai ainsi commencé à me mettre à la tâche. Avant ce chemin, je le faisais accompagner. Mais maintenant, je peux venir ici seule, sans devoir emmerder personne. Mais, bien sûr, j'étais toute seule. Personne m'avait accompagnée. Ils avaient trop peur pour sortir de la zone de sécurité. Mais un ordre est un ordre malgré tout. On m'a demandé de faire un bain, alors je devais chercher de l'eau. Mais leur peur a été totalement justifiée. Je n'étais pas si seule que ça à la source. Je l'avais entendu, mais bien trop tard. Je n'avais pas pu l'esquiver. Que cette ordure m'avait attrapée. Il avait posé une main sur ma tête, comme pour attraper mon esprit. Et c'est durant ce geste que je m'étais sentie comme projetée hors de mon corps. Je n'étais plus Jisoo, mais cet être infâme. Elle avait réussi à changer d'aspect. Je n'ai pas eu le temps de reprendre mes esprits. Qu'elle s'est mise à hurler, qu'une âme vagabonde était là, près de la source. Elle cherchait à m'évincer. Je le reconnais que c'était plutôt malin.
J'avais retrouvé la vue. Il y avait quand même un bon côté à cet échange. Mais maintenant, il fallait que je me sauve, que je sauve ma peau. Personne ne me croirait dans cet accoutrement que j'étais la servante de Maître Chang. J'ai continué à courir sans me retourner. Je les entendais derrière, me pourchasser, laissant ainsi la place à l'âme vagabonde rentrée dans un endroit des plus puissantes. Pendant ma course folle, j'avais enfin trouvé un endroit dans lequel je pouvais reprendre mon souffle. Je n'avais pas couru comme ça depuis bien longtemps. Et ce corps était tellement plus différent du mien d'origine. Il perdait beaucoup d'énergie vitale. J'avais comme l'impression que j'allais bientôt mourir. Je n'avais pas eu le temps de reprendre totalement mon souffle, qu'une simple douleur m'a mis genou à terre. En regardant mes mains, je les voyais se pétrifier. J'allais donc mourir dans ce corps que je n'avais jamais eu. Une porte s'était ouverte. À peine le temps de me retourner que Maître Chang me transperça de son épée. Dans un murmure, j'avais pu lui dire qui j'étais. Jisoo. Mes yeux, remplis de larmes, se sont fermés.